Hello et bienvenue dans l'Escalier, le podcast qui te fait gravir les marches du quartier jusqu'au succès. Moi, c'est Lamia. Une semaine sur deux, je t'emmène à la rencontre de héros pas comme les autres. Ils sont cadres supérieurs, libéraux, artistes et j'en passe. Et ils ont tous 3 points en commun. Ils sont descendants d'immigrés, issus de milieux populaires et débordent d'ambition. On entend souvent que l'ascenseur social est en panne. Pourtant, ils sont la preuve que la réussite est accessible. Bon, on va pas se mentir, il y a eu des galères en chemin, mais ils sont toujours restés déter. Pour te guider dans ton orientation professionnelle, ils nous expliquent comment ils ont fait pour arriver là où on ne les attendait pas. J'espère que leur histoire t'aidera à écrire la tienne et devenir toi aussi le héros de ton quartier. Enfile tes meilleurs sneakers et prépare-toi à monter. C'est parti! Hello, ho ho ho! C'est déjà le dernier épisode de l'année, mais t'inquiète, on se retrouve à la rentrée avec plein d'autres héros. Aujourd'hui, on va gravir les dernières marches de 2021 avec Samuel Koubi, banquier d'affaires chez Cambon Partners. Samuel, c'est un sacré personnage. D'origine marocaine et grecque, Samuel a grandi dans le 20e arrondissement de Paris. Au départ, c'est pas gagné pour lui, mais il a pourtant réussi à passer de dernier de la classe à major de promo. Comme quoi, les derniers seront les premiers, comme dirait Céline. Il suit une destinée qu'on pourrait croire écrite dans les étoiles. Attiré par le monde des affaires depuis son plus jeune âge, il se découvre une vocation pour la finance. Depuis bientôt 5 ans, il construit sa carrière en M&A, fusion-acquisition en français. Il pose les bases en démarrant chez Rothschild. Samuel nous partage sa vision du M&A sans détour et ses questions existentielles. Ne te laisse pas avoir par son cynisme et ses blagues, elle masque une profonde humilité. Je te laisse découvrir son histoire. Raconte-nous d'où tu viens, Samuel. Alors, en termes de géographie, je viens de Paris. Je suis né à Paris dans le 20e arrondissement, enfin dans le 14e, mais j'ai grandi dans le 20e arrondissement, précisément dans le quartier qui s'appelle Télégraphe. J'ai toujours dit Belleville à tout le monde pour simplifier, mais en fait c'est Télégraphe 140. Certains disent RPZ après ça, mais moi je m'abstiens. Et en termes d'origine, parce que j'ai cru comprendre fut un temps que c'est le thème, mon père est né au Maroc, donc ses 2 parents aussi, et ma mère est née en France, et sa mère est née en France également, mais son père est né en Grèce. Donc en fait, sur 4, j'ai qu'un seul Français. Triste. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur le contexte dans lequel tes parents sont arrivés en France ? Alors, ma mère n'est pas arrivée en France parce qu'elle y est née, mais en revanche, mon père, lui, est arrivé en France. En fait, il est arrivé en France à l'âge de 3 ans parce qu'il est arrivé avec ses parents qui ont immigré en France à, je sais pas, quelque chose comme une 40aine d'années, qui était une vague classique d'immigration de l'époque, fin des 30 Glorieuses, quoi, l'immigration maghrébine. J'espère pas dire une énorme connerie historique, mais je crois que c'est ça. Et ensuite, donc il est arrivé très jeune, mais il est retourné y travailler pendant, je sais pas exactement, je crois une 10aine d'années. On n'a pas eu l'occasion d'en parler énormément, mais il nous a toujours dit que c'était un peu le hasard, mais moi je crois peu au hasard. Enfin, je crois au hasard sur le moment et j'y crois plus du tout après, avec du recul. C'est-à-dire, c'était par rapport à quoi le hasard ? Le hasard, le fameux hasard professionnel, c'est les opportunités qui font que, ces fameuses phrases que tout le monde dit. Et en revanche, on se rend toujours compte, que d'ailleurs, quel que soit le contexte professionnel ou pas, que le hasard d'un moment, c'est souvent la destinée. On voit souvent une sorte de destin après, ou quelque chose d'un peu plus spirituel, un peu plus... Ou certains disent spirituel, moi j'ai plutôt tendance à dire social. Je pense qu'il est plutôt retourné à ses racines sans le savoir ou sans le vouloir. J'ai pas la réponse. Je sais pas trancher entre les deux. Donc ta maman a grandi en France, ce sont ses parents qui avaient émigré en France ? C'est son père avait immigré en France. Alors là, malheureusement, j'ai pas beaucoup d'infos là-dessus parce que on s'est pas croisés dans la vie. Il est parti avant que j'arrive, moi. Son père avait immigré en France, je crois, assez tardivement. Il me semble qu'il y avait quelque chose à voir avec la Seconde Guerre mondiale. C'était un juif de Salonique, qui est une ville en Grèce, voilà, qui est une ancienne ville où il y avait beaucoup de juifs, beaucoup de ressortissants juifs. Et la Seconde Guerre mondiale a fait bouger beaucoup de monde. On a délogé un certain nombre, et lui, je crois qu'il s'est retrouvé en France de ce fait-là, mais malheureusement, je ne suis pas sûr. Et ma mère est très discrète à ce sujet-là, et je respecte ses discrétions. Quel a été le rôle de ta famille pendant tes études ? J'aimerais bien le décomposer en 2, je dirais dans les petites classes, jusque, disons, fin de collège, très supportif.
Et ils ont dû l'être déjà parce que mon frère était passé avant moi et c'était pour le moins chaotique. Et moi, c'était pas loin d'être. Enfin, le comportement était chaotique, mais les études suivaient. Et donc, c'était toujours ric-rac entre les deux. Donc, bon, typique de l'élève qui a 12, mais qui fait plus que bavarder, quoi, qui est très très dérangeant pour une classe. Et après le lycée, disons qu'ils avaient peut-être plus de difficultés à m'aider, mais toujours très supportif, hein, dans l'idée que le plus d'études, le mieux c'est. Mais donc là, j'étais un peu solo, quoi, comme plein de gens, hein, pour réviser mes trucs quand j'en avais l'envie, parce que j'avais rarement envie de réviser, j'avais rarement envie de travailler, je savais pas trop à quoi ça servait de travailler, j'avais pas bien compris à l'époque. Et après, en prépa, dans l'expectative absolue, mes parents, ils avaient aucune idée de ce que c'était. Bon, l'école de commerce après, n'en parlons même pas. Ouais, assez, je dirais, fier mais pas sur la balle, un peu lointain, sans comprendre. Mais moi, j'aurais pas fait mieux. Ils avaient pas le niveau d'études pour comprendre ça. Voilà. Enfin, voilà. Quand je parle d'eux, j'essaie de me voir dans un miroir aussi, voir comment je pourrais faire. Mais ouais. Non, ils étaient fiers mais lointains. Ils pouvaient pas faire mieux. Bon, je crois cerner un petit peu le profil, mais toi, tu dirais que tu étais quel genre d'enfant ? Extrêmement turbulent. D'ailleurs, c'est pas du tout un comportement que j'avais qu'en classe. Je suis extrêmement turbulent dans la vie. J'arrive jamais à me poser plus de 30 secondes sur quelque chose sans passer à autre chose. Et j'adore faire des blagues. Alors, elles sont jamais drôles, mais j'aime quand même en faire. Donc, c'est toujours dérangeant. Non, une turbulence absolue. Et je dirais un filou, c'est-à-dire que moi, j'avais pour habitude de rester avec les gens qui faisaient pas leurs devoirs, mais moi, je les faisais un peu quand même dans le dos parce que, je sais pas, j'avais un petit truc qui me disait que. J'ai une petite phrase dans la tête qui tournait qui disait qu'il y avait quelque chose qui allait mal se passer si je faisais vraiment rien avec le comportement que j'avais. Ouais, donc je dirais très turbulent et un peu filou. Voilà. Et à quel moment tu as eu le déclic, justement ? Déjà, j'ai eu le déclic, c'est un grand mot parce qu'en fait, on m'a donné le déclic. C'est quelqu'un qui a décidé d'avoir le déclic pour moi. C'était, alors ça c'est très personnel, c'est la mère de mon ex quand j'étais au lycée. Déjà, il faut savoir que j'ai une chance inouïe. Je suis arrivé au lycée Arago, qui est dans le 12e arrondissement, qui est un lycée moyen généraliste. Alors, je me souviens plus vraiment des procédures, mais je me souviens que c'était un miracle que j'arrive en lycée général. Un miracle absolu. Et donc, le miracle étant arrivé, on a continué à surfer sur des miracles. Et j'ai pas. Alors, si ma mère m'écoute, elle l'apprendra. Je suis pas allé souvent à l'école. Voilà. Salut maman. Salut maman, j'espère que tu m'en veux pas. Et en revanche, il y avait la mère de mon ex qui me faisait souvent la morale, qui était prof, elle, enfin peu importe en quoi, elle était prof en BTS à Saint-Denis, enfin ça n'a pas d'importance. Mais en gros, elle avait ce truc où elle aimait les humains, particulièrement les étudiants et particulièrement les jeunes. Et en fait, elle m'a plus ou moins obligé à passer mon dossier dans une prépa. Alors, c'est clairement pas la meilleure prépa de France, mais en tout cas, c'est une prépa. Et ça cadre les choses. Et donc, en fait, c'est elle qui est le déclic pour moi. Moi, j'ai juste fait confiance à la personne parce que j'avais une énorme sympathie et beaucoup de respect pour cette personne. Du coup, j'ai juste suivi. Et puis, bon, quelqu'un qui te propose quelque chose que tu n'avais même pas imaginé, qui a l'air d'être plutôt élitiste, faudrait quand même être fou pour refuser. Voilà, elle a eu le déclic pour moi. Et pour continuer cette histoire, du coup, pour vraiment, ce qui vient marquer le fait que c'est pas moi qui ai le déclic, c'est que pendant 1 an en prépa, j'ai rien fait, mais rien. C'est-à-dire que je continue avec mes vieilles habitudes de lycéen, à plus traîner dehors que regarder ce qu'il y avait à faire le soir. Et c'est en 2e année que là, pour le coup, pareil, j'ai dû me mettre un coup de pied au cul parce que les concours blancs, moi j'étais dernier, quoi. Et dernier dans l'une des dernières prépas de France, honnêtement, ça emmène pas loin. Voilà, il faut dire ce qui est. Voilà, donc je dirais que c'est un déclic en 2 temps. D'abord, quelqu'un l'a fait pour moi, et ensuite, la trouille m'a rattrapé d'être le dernier. Voilà. Il y avait quand même un esprit de compétition qui était latent et qui s'est réveillé en prépa, non ? Ouais, l'esprit de compétition, effectivement, s'est réveillé en prépa. Avant la prépa, le fait que je bossais un peu dans mon coin, c'était un instinct de survie, mais c'était pas un déclic. Effectivement, l'esprit de compétition, je dirais, était le vrai déclic. C'était ce fameux... en fait, je pense que dès que j'ai dû commencer à faire un peu mes devoirs et à me dire tiens, ça marche un peu, je commence à comprendre 2-3 trucs, mais vraiment 2-3 trucs, parce que j'étais complètement largué. Je me suis dit tiens, je vais creuser, comme plein de gens, je vais surprendre tout le monde, ce fameux, ils vont voir de quoi je suis capable. Bon, au début, ils n'ont pas vu grand-chose, ça a été, mais
Ça n'a pas décollé tout de suite. Et à la fin, j'ai majoré ma prépa, donc j'étais content. Ouais, c'était sympa. Waouh. Ouais, bon, franchement, je te cache pas, heureusement que les autres se sont viandés. Tu minimises un petit peu les efforts. J'ai eu Grenoble, qui est une bonne école, c'est très sympa. C'est pas HEC. Et c'est pas un dénigrement. Là, on parle vraiment de niveau académique pour atteindre un tel ou un tel niveau. Disons que c'est le premier tiers, c'est la fin du premier tiers Grenoble, ce qui est vraiment super cool. Après une prépa, ça nous ouvre à peu près toutes les portes et tout, c'est super. Mais c'est pas. J'aime à croire, et vraiment je reste sur le j'aime à croire parce qu'on sait jamais rien. J'aime à croire que si j'étais dans une autre prépa et probablement avec un autre passé, j'aurais pu faire mieux. Voilà. Et j'aime à croire d'ailleurs que c'est pas que moi. Je pense que c'est un peu un cadre de vie pour tout le monde. Je pense qu'on est un peu déterminé par de là où on vient. C'est intéressant que tu évoques le déterminisme. Comment est-ce que tu t'es senti justement conditionné dès le départ ? En fait, moi, je l'ai compris après que j'étais conditionné, en réalité. Parce que je trouve que quand on y est, déjà, moi, j'ai grandi à Paris, donc c'était un mauvais quartier de Paris, très clairement, mais ça reste Paris. Donc, j'aime pas faire des comparaisons entre quartiers, entre guillemets. Moi, quelqu'un qui me raconte qu'il vient d'une immense cité à Sevran, je vais pas lui dire, ouais, moi aussi, tu vois. J'ai pas de moi aussi avec ce type d'environnement. En revanche, effectivement, c'est un environnement qui amène clairement pas vers l'élitisme, clairement pas vers le plus haut, même c'est clairement un endroit où les gens se tirent vers le bas, de manière générale, avec justement les gens qui performent sont des exceptions. Mais je trouve que quand on y est, on s'en rend pas compte. Déjà parce que le quotidien est assez doux, c'est drôle, on est dehors avec les copains, on fait des conneries, des choses, des banalités absolues. C'est après qu'on s'en rend compte, c'est après qu'on se dit ah ouais. Moi c'est à Grenoble où je me suis dit ah ouais c'est marrant moi je viens d'une toute petite prépa et après tu redescends encore la chaîne, tu te dis mais en fait du coup 90% des gens qui m'entourent là c'est des gens qui viennent de parents CSP++, et d'abord j'ai pas compris et ensuite je me suis dit ah ouais putain mais je pense que j'aurais pu mieux faire après. En fait c'est le premier sentiment qui m'est venu, c'est peut-être il y a une forme de condescendance en disant ça, je le sens bien, mais c'est la première chose que je me suis dit, quand même, j'aurais pu mieux faire. Et puis après, tant pis, si j'avais bossé en première année aussi, personne m'a jamais mis un flingue sur la tempe en disant, surtout, travaille pas. Hein. Voilà. Et puis il y en a qui ont à peu près le même parcours, qui ont mieux réussi, entre guillemets, académiquement que moi. Donc, encore une fois, pas non plus trop se plaindre, mais c'est après que je me suis rendu compte, ouais. C'est en voyant les gens qui m'entouraient après que je me suis dit ah ouais, il y avait quelque chose à faire peut-être un peu mieux. Je reviens un petit peu en arrière. C'était quoi le métier de tes rêves quand tu étais petit ? Alors attention, il y a une alerte cliché énorme. Moi j'ai toujours dit à mes parents, et ils me l'ont rappelé le jour où je suis devenu banquier d'affaires, que j'ai toujours dit je veux travailler dans l'argent. Voilà. Et en fait, je dis ça pourquoi ? Parce que t'as l'impression que je botte en touche, mais en fait, je n'ai jamais eu d'autre idée que travailler dans le milieu de... Alors, quand t'es petit, tu dis l'argent parce que c'est tout ce que tu sais, tu vois des billets de banque, tu dis l'argent. Après, c'était la finance, mais c'est clairement pas... c'est pas du tout par fascination pour le monde de la finance, c'est parce que c'est le mot plus moderne, plus évolué. Et ensuite, j'ai trouvé ce métier-là. Donc, j'ai jamais eu de métier de mes rêves. C'est un peu cynique, et je suis désolé pour tous les auditeurs, mais je n'ai jamais eu de métier de mes rêves, j'ai jamais voulu être pompier ou policier. Ni multimilliardaire, ni rien du tout. Non, j'ai toujours voulu travailler dans le business en général, sans savoir le formuler au départ. Ouais. Moi, justement, ça m'intéresse que tu fasses référence au cliché. Mmh. Et notamment sur l'immigration juive. Il y a aussi ce cliché, et ce tabou est cassé, le cliché du juif qui a de l'argent, qui réussit toujours parce que tous les riches sont juifs. C'est pareil. Ça peut être vrai. C'est pareil. Le cliché fonctionne dans les deux sens. Mais tous les juifs sont riches, les juifs sont banquiers. Bon, voilà. Ouais. Je pense que tu es mieux placé que moi pour connaître ces Ouais. clichés-là. Non, mais c'est assez facile de les défaire, en fait.
c'est vrai que si tu regardes une photo, tu regardes mon LinkedIn, tu te dis tiens, il appartient en problème à un groupe d'Illuminati qui dirige le monde. Je rassure tout le monde, je ne dirige personne si ce n'est 2 stagiaires et un analyste. Donc c'est quand même pas voilà. Euh, non, mais pour défaire ce cliché déjà, reprenons l'histoire familiale, c'est quand même le plus simple. Mon père a monté déjà a enchaîné peut-être 30 ans de petits boulots avant de, comme tout immigré, hein. Mais du coup, justement comme tout immigré qui n'a pas sans distinction aucune, et du coup pareil pour la religion. Qui est, voilà, une trentaine ou peut-être même une quarantaine d'années de petits boulots avant d'avoir une société qui marche. Mais on a dit qu'il marche. Voilà, c'était une petite PME qui s'en sortait sans prétention. Mais moi, j'en suis très fier qu'il ait fait ça. Je trouve ça incroyable. Parce que c'est pas donné à tout le monde d'avoir des employés, de les gérer, surtout issus de l'immigration. Je trouve que c'est toujours une performance supplémentaire. Et ma mère était employée de compagnie aérienne. Elle préférait l'éducation de ses enfants et passer du temps avec nous plutôt que faire décoller une carrière. Donc tout ça pour dire qu'il n'y avait pas un espèce de déterminisme, tu vois, un espèce de contre-déterminisme en disant voilà, il y a le déterminisme de l'immigration et des mauvais quartiers qui fait que ça va pas aller, un contre-déterminisme social, juif, etc. Il n'y avait pas ça. C'était vraiment, ça aurait pu très bien aussi partir en live, et puis c'est tout. Encore une fois, c'est ce que j'ai raconté avant. Moi, je pense que j'ai eu de la chance. J'ai rencontré une bonne personne au bon moment. Sur le cliché de je veux faire de l'argent, alors effectivement, il y a peut-être un cadre familial. Moi, on m'a plus éduqué au truc de l'argent. Enfin, pas éduqué, j'ai peut-être eu plus de références au métier de banquier, etc. Mais à la fin, c'est pas ces références-là qui font que le matin, tu te lèves pour aller faire tes devoirs ou pour aller chercher un taf du tout. C'était... non, je pense que... Moi, honnêtement, je pense que j'ai eu beaucoup de chance. C'est vraiment un... Ouais, je pense que j'ai eu énormément de chance. Ouais. À partir de quel moment tu as compris que tu voulais être banquier d'affaires ? En école de commerce. Clairement, en école de commerce. Alors déjà, en arrivant en école, j'avais aucune idée, vraiment... j'avais aucune idée des métiers qui existaient, mais j'allais dire après une école de commerce, mais tout court. À part les fonctions régaliennes de pompier-policier, pour moi, il y avait les gens qui travaillent dans l'éducation nationale, d'autres dans la finance. Enfin voilà, j'avais des grands thèmes, mais aucune idée de ce qui se passait vraiment. Enfin vraiment. Et d'ailleurs, je pense que c'est très courant pour les gens, sans faire trop de groupes ou de rentrer trop de gens dans des cases, mais je trouve que c'est très courant dans les endroits moins élitistes de pas connaître en fait les métiers. Je pense que c'est d'ailleurs une des bases du problème. Après, on va pas passer une heure là-dessus, mais précisément sur ce point-là. Mais comme beaucoup de gens, en fait, j'avais aucune espèce d'idée de rien, en fait. Donc ça, c'était le point de départ. Après, effectivement, l'école ouvre certaines portes. Certaines idées, on avait des cours de marketing, un peu de finance, de ceci, cela, et les profs étaient assez ouverts pour parler de leur métier, dire ce qu'ils faisaient, mais du coup ça te fait un panel d'aller, en une année tu as rencontré 15 métiers, 20, ce qui est bien, hein, c'est mieux, 20 c'est mieux que 0, donc ça t'ouvre un peu le champ des possibles, et après à toi de voir si tu es curieux pour aller creuser derrière chaque métier, les sous-métiers, qui est le manager de qui, bon, bref, aller creuser tout ça. Moi, j'avais plutôt accroché avec les cours de finance, et quand je dis plutôt, c'était plutôt lointainement, donc avec toujours l'intérêt qui est le mien pour le milieu académique, à savoir malheureusement, enfin pas pour le milieu, mais pas l'intérêt, mais la capacité, disons, à se concentrer en cours, précisément, en fait, qui est proche de 0 pour moi, disons même, qui frôle le négatif, j'y arrive vraiment pas. Mais je trouvais que ça retenait un tout petit peu plus mon attention que le reste. Je me suis dit, il y a vraiment quelque chose à faire. Et là, pour le coup, j'avais oublié tous mes clichés d'enfance. J'étais vraiment dans une panique de qu'est-ce que je veux bien pouvoir faire de ma vie. Bon, qui est un classique du genre, hein, et pour tous les milieux confondus, mais là particulièrement, quoi. Je trouvais que j'avais vraiment aucune idée. Donc, j'ai commencé à regarder la finance. Effectivement, les informations que j'ai trouvées, à savoir les salaires à la sortie, m'ont pas déplu. Et puis après, effectivement, cliché du genre, j'ai regardé celui qui gagnait le plus. Alors là, pour le coup, c'était pas vraiment une question de j'ai envie de gagner beaucoup d'argent, c'était une question de j'ai envie de faire mieux que les autres. Encore une fois, là, pour le coup, il y avait un espèce d'esprit de compétition. Et je trouvais que
le dénominateur commun, c'était le salaire à partir du moment où on n'avait pas vraiment d'idée de tout ce qu'étaient ces métiers. Je suis tombé sur les fusions-acquisitions, le M&A pour les connaisseurs. Et en fait, là pour le coup, hasard ou pas, je sais pas. Après, peut-être que dans 10 ans, je te dirais que c'était pas un hasard, mais pour l'instant, je trouve que c'était un hasard. J'ai vraiment accroché avec les descriptions, et puis après, s'en est suivi des recherches. Voilà. Puis après, j'ai commencé la démarche pour intégrer une banque ou quoi que ce soit. Mais ouais, c'est comme ça. C'est vraiment un hasard, petit intérêt et esprit de compétition. Voilà. Ok. Quand tu étais à l'école, tu faisais partie de la JE, non, la Junior Entreprise. Oui. T'as décidé de rejoindre cette association avant ou après avoir pris conscience que tu voulais bosser en finance? Avant. Et d'ailleurs, c'est avec beaucoup de gens de la junior entreprise. Avec beaucoup de gens de la junior entreprise, on a eu un intérêt commun pour ce milieu de la finance et pour ce métier qui était le M&A. Je tiens juste à préciser un truc, c'est que souvent, c'est les gens qui sont de l'année avant toi qui te guident un peu, parce que eux te disent, voilà, ils ont fait des césures, et comme tu gardes contact avec eux, ils te disent, ah voilà, moi j'ai fait ça comme métier, ça me plaît pas. Et nous, il y avait littéralement personne qui faisait ce métier-là. C'est un métier qui est, bon, peu importe quel niveau d'élitisme il est, mais c'est un métier qui est plus ou moins élitiste. Et Grenoble à l'époque, il y avait peu de gens de Grenoble à l'époque qui faisaient ce métier-là. Aujourd'hui, on a des bataillons et on en est très content. Mais il y avait peu de métiers. Du coup, en fait, on n'avait pas de retour. Et du coup, avec les gens de la junior entreprise, je sais plus qui était le premier, mais en tout cas, c'était pas moi, je l'honnêteté de le dire, qui avait découvert ce métier-là, qui avait dit ah ouais, ça c'est bien. Et ensuite, on a tous cherché dans nos coins. Et un jour, il se trouve que 2 semaines après, on s'est retrouvés à une soirée. On s'était rendu compte à ce moment-là, en fait, que on avait tous commencé à postuler dans nos coins ou vraiment à compléter les recherches. Et à partir de là, on a démarré un vrai groupe d'émulation. On s'est tous tirés vers le haut les uns les autres. Et ça, c'était incroyable. Et aujourd'hui, on est encore les meilleurs amis du monde. Ça, c'est assez incroyable, ouais. Est-ce que tu peux nous parler de ton premier stage et comment est-ce que tu as réussi à l'obtenir? Mon premier stage, je l'ai fait chez... alors déjà, on parle de premier stage business, entre guillemets, donc passer l'école de commerce, parce qu'avant, j'ai fait beaucoup de stages en manutention, voilà, plein de petits boulots pour gagner un peu ma croûte, comme plein de gens. Gagner ma croûte, j'aime bien cette expression, c'est ridicule. Non, mon premier stage, c'était chez Accenture, à Tel Aviv. Donc vraiment, visiblement, je cumule les clichés, mais ce qui est incroyable, c'est que là aussi, c'est un pur hasard. Donc évidemment, après l'avoir répété 3 fois, je viens de me rendre compte en fait que c'est sûr et certain, dans 10 ans, je te dirais que c'était pas un hasard, mais c'était un hasard exceptionnel. En fait, je passais des oraux, des entretiens à l'oral dans une autre école de commerce qui était moins bien classée, beaucoup moins bien classée. Et donc, effectivement, honnêtement, c'est vrai que je présentais... je pense que la personne en face de moi a tout de suite vu que j'avais très peu d'intérêt et que j'étais là pour m'entraîner. Je précise pour ceux qui connaissent pas ce milieu que c'est tout à fait normal et que tout le monde fait ça, hein. C'est pas moi le salaud qui ai décidé d'aller m'entraîner chez les autres, tout le monde fait ça. Et en fait, le mec, au bout de vraiment, je pense, 30 secondes, il a spoté tout de suite que j'en avais rien à faire. Et pourtant, vraiment, j'avais l'impression de me donner, je simulais vraiment un intérêt. Bon, lui était... Bon, bref, je pense que moi aussi, je l'aurais vu avec du recul, mais voilà. Et finalement, il a démarré, de son initiative, on a démarré une conversation vraiment d'humain à humain sur vraiment d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais dans la vie. Et visiblement, j'ai touché cette personne. Je sais pas trop comment ni pourquoi, parce que moi, j'avais l'impression de juste dire n'importe quoi à ce moment-là. Et lui, il s'est donné un rôle de mentor pendant 1 an, jusqu'à ce que je trouve mon stage chez Accenture à Tel Aviv, parce qu'il y avait travaillé pendant un moment. Je précise au passage que c'était quelqu'un qui s'appelle, je n'ai pas de problème à citer son nom, il s'appelle François Véran, je le remercie encore. Et c'est juste quelqu'un qui avait fait un passage là-bas à Tel Aviv. Et d'ailleurs, si je me souviens bien, moi je lui avais dit, j'avais passé beaucoup de vacances à Tel Aviv, il m'a dit, où est-ce que tu as passé des vacances? Je lui ai dit ça, il m'a dit, ah bah tu sais quoi, je t'enverrai en stage là-bas. Et je pensais que c'était pour rire, c'était pendant l'entretien, et il a tenu parole 1 an après, c'est pour ça qu'il m'a mentoré pendant 1 an. Voilà, encore une fois, une deuxième immense chance dans la vie d'avoir rencontré la bonne personne au bon moment. Voilà, c'est énormément de chance. Et d'où l'importance absolue, c'est même pas l'importance, c'est d'où la nécessité absolue. Il y a une nécessité absolue d'encadrement et d'encadrement bienveillant, pas juste on n'a pas besoin de superviser les gens, on a besoin de les encadrer, de les amener plus haut.
Ça, c'est mon exemple, mais je pense que 100% des exemples de gens qui, en tout cas pour eux-mêmes, ont l'impression d'avoir réussi ou avoir réussi quelque chose, ont trouvé quelqu'un un jour sur leur chemin qui les a amenés plus haut. C'est impossible autrement, je trouve. Enfin, certains prouveront le contraire, mais moi, ça fait pas sens pour moi. Ça fait pas sens pour moi de réussir tout seul. Pour moi, c'est même juste pas possible. Voilà. Ouais. C'est ce mythe du self-made man. Personne se fait tout seul en réalité. Mais moi, je pense, je suis d'accord, on se fait jamais tout seul. Et pour autant, moi, j'aime bien me définir comme ça. Mais voilà, et pour moi, c'est tellement une donnée qu'il y a forcément des gens qui vont t'aider et que si personne t'aide, en fait, tu vas juste rien faire. Que tu peux aussi te considérer comme quelqu'un de self-made man ou woman. Même si les gens t'aident, de toute façon, tu vas te faire aider d'une manière ou d'une autre. Après, c'est la manière dont tu as à susciter l'empathie des gens, à aller te créer des occasions. Je pense que sans le vouloir, je me suis créé 1000 occasions pour que des gens m'aident, et finalement, il y en a 2 qui ont saisi, qui ont saisi la perche que j'ai tendue. Peut-être qu'il faut le voir comme ça aussi. J'ai pas de recul pour le dire, mais c'est aussi le nombre d'occasions que tu vas créer. À Grenoble, il y avait peu, voire pas du tout d'étudiants qui avaient pu intégrer le monde du M&A. Tout le monde ne voulait pas non plus. Hein. Oui. Tu penses que c'était une question de choix, de volonté, ou est-ce que c'était une question de prestige liée à l'école ? Et donc d'autocensure, tu veux dire, de gens qui se sont autocensurés parce qu'ils pensaient qu'ils n'y allaient jamais y arriver ? Ça peut être les deux, l'autocensure et du côté de l'entreprise, tu vois, se dire qu'en dessous d'une certaine école, on ne prête même pas attention aux candidatures qu'on reçoit. Déjà, il faut partir, je comprends bien la question, il faut partir du point d'arrivée, en fait, qui est de dire qu'est-ce que c'est ce métier-là. On va pas le raconter dans tous ces détails, ça n'a pas d'intérêt, mais on vend des prestations. À la fin des fins, on vend une prestation intellectuelle qui est d'exécuter un deal, d'accord ? Bon, ça n'intéresse que ceux qui le font. Mais déjà, quand on dit prestation intellectuelle, deuxième point, est très bien rémunéré, d'accord ? Et c'est important ce que je dis là, parce que une prestation intellectuelle très bien rémunérée, le client, qu'est-ce qu'il demande ? Il demande des gens bien formés. Et ton client en face, en fait, c'est souvent en tout cas, moi j'étais chez Rothschild, c'est souvent quelqu'un qui est issu d'un grand groupe. Et on va pas se raconter des histoires, on est en France, c'est souvent des gens haut placés dans des grands groupes, sont souvent des gens qui ont fait des très bonnes écoles. Donc pour eux, la définition bien formée, c'est des gens qui ont fait les mêmes écoles qu'eux, ou les mêmes ou similaires, ou un peu au-dessus ou un peu en dessous. Et donc en fait, et en disant ça, je leur jette pas du tout la pierre. Au contraire même, je trouve que c'est un réflexe humain de vouloir s'entourer de gens pour les accompagner dans des phases périlleuses de leur carrière ou de leur propre vie, de vouloir s'entourer de gens qui nous ressemblent. Il n'y a rien de plus rassurant. Donc déjà, c'est juste un état de fait. La deuxième raison, effectivement, c'est que pour mettre un pied un jour, en ayant fait Grenoble, moi je ne considère pas qu'on est des gens mal formés. Effectivement, après avoir mis quelques personnes dans des bonnes banques, finalement, il y a plein de gens qui ont intégré des bonnes banques. Et je pense que les clients sont très contents, on n'a juste pas vu le changement, ça les intéresse juste pas, parce que c'est le même métier qui est exécuté par des personnes qui ont juste un logo différent sur LinkedIn. Donc ça, c'est le deuxième point. Effectivement, il y a une importance du réseau, et donc encore une fois, on rebondit sur ce qu'on disait avant, sur des gens qui t'ont mis le pied à l'étrier avant. Voilà. Effectivement, il y a une forme d'autocensure, mais qui existe moins qu'avant, parce que déjà, redescendons, on parle de fusion-acquisition, on parle pas de faire président d'un pays, hein, donc il y a quand même de la place, et c'est pas un truc de malade non plus d'y arriver. Il faut juste beaucoup bosser et être déterminé, quoi. Mais c'est surtout le premier argument pour moi qui est juste social et naturel, quoi. Il y a un paysage sociologique qui était déjà construit avant qu'on arrive et qui est encore présent aujourd'hui. On va pas le défaire, et ces gens payent une prestation intellectuelle, donc ils veulent des gens qui leur ressemblent. On les comprend, et on aurait fait, quoi qu'on en dise, on aurait fait la même chose qu'eux. Voilà. Ton premier job, tu l'obtiens chez Rothschild. Tu y restes 4 ans ? À peu près, un peu moins. Un tout petit peu moins, ouais. Ça fait quoi d'avoir travaillé chez Rothschild, de se dire déjà que tu as pu intégrer déjà, ça fait justifier beaucoup de clichés. Ça fait quoi de se dire que tu as pu intégrer cette prestigieuse banque d'affaires ? Déjà, il y a une grosse... Alors, en fait, l'intégrer, ça te fait rien d'autre sur le moment qu'effectivement un état d'euphorie quand on te dit bienvenue.
Bon, là, t'es content. Et après, tout de suite, t'es rattrapé par la réalité qui est j'ai peur, je sais pas où je mets les pieds, je connais personne qui l'a fait avant, donc en fait, je sais juste pas ce que je fais, quoi. Et j'ai juste peur de rater tout ce que j'ai toujours voulu ces dernières années, ce pourquoi je me suis battu, j'ai peur de rater. Donc, quelques mois avant, c'est la peur d'être viré. Les premiers mois, c'est toujours la peur d'être viré. Donc, en fait, la réalité est un peu plus crue que ce qu'on veut bien le dire au départ. Et je dirais qu'avant d'intégrer, avant de te dire, tiens, c'est bon, je parle de avant le stage, quand j'ai reçu mon offre, je me suis dit, ah ouais, c'est super. Beaucoup de fierté, beaucoup de peur. Et une fois que j'ai eu le CDI, donc j'étais déjà dans la maison, j'ai juste continué. Et là, c'est vraiment beaucoup, beaucoup de peur. Beaucoup, beaucoup de peur de se dire, tiens, là, c'est bon, j'y suis vraiment pour de bon. C'est bon, hein, tes copains, tes parents, ils sont déjà évangélisés, t'as déjà fait Rothschild, ça y est, c'est fini, il n'y a plus de nouveautés. Donc tout ce côté de fierté, il est terminé. Maintenant, il y a juste, est-ce que je vais performer? Et du coup, j'en viens au dernier point qui est, je dirais qu'à posteriori, après avoir fini Rothschild, après en être parti, j'en retiens 2 choses. C'est les rencontres que j'ai fait là-bas. Alors, il y a des bonnes, des moins bonnes, hein, c'est une grande maison, il y a beaucoup de monde. Mais j'ai rencontré des gens d'un niveau que j'aurais jamais pu... Enfin, c'est des gens que j'aurais jamais pu croiser dans ma vie, sinon. Et ça, c'est peut-être le meilleur achievement qu'on puisse garder, qui sont restés des amis ou juste des gens que j'ai croisés là-bas, des seniors ou même des clients que j'ai croisés là-bas. Voilà, ça, c'est une chance. Et puis, il faut pas... Je trouve qu'il faut pas être en contradiction avec de là où on ne vient pas. C'est-à-dire que moi, je pense que j'ai appris énormément, même socialement, auprès de ces gens-là. Et c'est pas pour dire, tiens, tu t'es travesti, t'essaies de devenir comme les autres. Non, non. Ça fait juste de toi un caméléon. T'es juste capable de pouvoir évoluer dans plus de milieux. Et qu'est-ce que ça veut dire ça, en fait? Ça veut dire que t'es juste capable de comprendre plus de personnes qu'en comprennent d'autres. Moi, je pense être capable de comprendre quelqu'un qui est juste socialement pas, qui est socialement dans la moyenne, quelqu'un qui a une réussite exceptionnelle ou quelqu'un qui s'en tape juste totalement de sa carrière. Chose que c'est une opportunité que m'a donné la vie et du coup que m'a donné cette banque qui était Rothschild. Voilà, pouvoir rencontrer des gens que j'aurais jamais pu rencontrer. Et deuxième chose que ça fait d'avoir fait Rothschild, c'est que j'étais satisfaction sur un plan personnel que ce soit très bien passé. Voilà. C'est intéressant que tu emploies le mot de caméléon. Je trouve que c'est un mot qui décrit très bien l'évolution ou l'adaptation dont tu dois faire preuve quand... alors, c'est pas forcément lié à l'origine ethnique, je pense que c'est surtout l'origine sociale. Absolument. Et je pense que c'est une caractéristique, en tout cas un animal qui va très bien à tous les transfuges de classe, parce que tu dois constamment observer ton milieu, le milieu dans lequel tu atterris, essayer de t'imprégner de ce qui se passe. Et voilà, parce qu'il faut absolument s'adapter, sinon tu déteins avec l'environnement et absolument. Ta couverture est grillée. Donc, j'aime beaucoup ce terme que tu emploies. À quel moment, toi, tu as pris conscience de ta différence ? En école, mais je dirais le premier jour, la rentrée, où je sais plus ce que c'était, je crois qu'on devait être un amphithéâtre, et j'ai regardé, attention, ça peut être choquant ce que je veux dire, mais il y avait beaucoup de blancs, et c'est terrible à dire, et moi je suis blanc, hein, mais j'en avais jamais vu autant autour de moi. Ça m'était jamais arrivé de ma vie. En prépa, c'était une prépa, comme je le disais, un peu moyenne, voire clairement dans le top 10, mais quand tu retournes le classement à l'envers, j'avais jamais vu autant de blancs de toute ma vie, et je trouvais ça... en fait, je trouvais rien. J'avais aucun sentiment qui s'en dégageait. J'étais juste choqué. Je comprenais pas. Voilà. Et c'est la première fois que je le dis d'ailleurs, que j'étais choqué qu'il y ait autant de blancs autour de moi. Mais ouais, c'est à ce moment-là que j'ai compris que... C'est pas que j'étais différent, c'est que j'ai compris qu'il se passait quelque chose. Et c'est assez étonnant, mais je me reconnaissais pas en ces gens. Je me reconnaissais pas en tout le monde. Et moi, j'allais plutôt chercher des gens qui allaient un peu être au fond de la classe, à pas trop écouter, quoi. Et c'est parce que de toute façon, on change jamais, quoi. Et moi, je cherchais plutôt les moins sages dans la salle. Et finalement, je me suis retrouvé avec des groupes ethniquement complètement divers et variés. C'était franchement la meilleure expérience du monde. Mais c'est à ce moment-là que j'ai pris conscience de ma différence. Je me suis dit, en fait,
je serais clairement pas le petit blond devant. Et je serais peut-être pas pote avec lui. Dieu sait qu'on va avoir plein de choses à se raconter et on va apprendre l'un de l'autre, mais je sais que je serais pas comme lui. Voilà. Et Dieu sait qu'aujourd'hui, ça peut être des copains à moi parce que j'ai évolué depuis. Ça peut être, c'est des gens qui sont peut-être devenus mes copains, mais à ce moment-là, c'était impossible. Faut dire la vérité. Ouais. En disant ça, t'as l'impression que j'ai fait 15 ans de prison, que tu vois, que je suis un ex-mec hyper ghetto. Pas du tout. C'est vraiment juste, c'est du mimétisme et des gens qui c'est du mimétisme et de l'alchimie. Ouais. Ouais. Et j'ai pas fait de prison. Après Rothschild, tu rejoins une autre banque d'affaires. Est-ce que tu peux nous parler de ton évolution professionnelle au sein de cette structure ? Oui, bien sûr. C'est une autre banque d'affaires qui est plus familiale, plus petite, très bien établie à Paris, mais plus petite. De toute façon, c'est difficile de faire plus gros que Rothschild. Et c'était un peu ça que je cherchais, c'était quelque chose de plus... Alors attention au cliché, mais c'était quelque chose de plus humain, à taille humaine, et à taille humaine dans les deux sens, à la fois pour les clients et pour les collègues, enfin les gens qui nous entourent. J'ai trouvé extraordinaire le fait de travailler dans une équipe de 15-20 personnes. Je trouve d'autant plus extraordinaire aujourd'hui de travailler dans une équipe où on est juste 3 et en fait, ou 4 et on réfléchit ensemble à plat plus que verticalement. L'un était bien, mais c'est très personnel. Je préfère l'autre, je préfère plus d'horizontalité. Et j'avais aussi et surtout besoin de quelque chose qui ressemble à un projet plus personnel. Et je reviens à ça, à l'idée de c'est plus à taille humaine, plus doux dans les rapports, parce que les grandes maisons sont un peu hard, et c'est comme ça, c'est un fait, et c'est d'ailleurs pour ça aussi qu'on les aime, c'est parce que c'est pas une maison pour les enfants. Je dis pas que là où je suis c'est une maison pour les enfants, mais les rapports sont plus doux, plus humains. Voilà, il y a quelque chose, puis je trouve que ça me correspond plus en fait. J'ai l'impression de pouvoir beaucoup plus m'exprimer tel que je suis là où je suis aujourd'hui que ce que j'ai pu faire avant. Mais en même temps, de toute façon, je trouve que c'est parfois nécessaire de se déformer pour mieux se découvrir après. Enfin, de se déformer ou plutôt de se former pour mieux se découvrir après. Moi, je trouvais que c'était une très bonne formation. Voilà. On va pas faire la liste de toutes les difficultés qui sont associées au métier que tu exerces, mais bon, globalement, on sait que travailler en fusion-acquisition, c'est très exigeant. D'un point de vue professionnel, mais aussi d'un point de vue personnel, c'est des gros horaires, c'est beaucoup d'investissements personnels. Dans ces moments-là, en fait, comment est-ce que tu restes motivé ? Comment est-ce que tu continues à te dépasser toi-même ? Et je le décomposerai en deux. Alors déjà, il faut savoir que la banque d'affaires que j'ai rejoint, ça fait que 6 mois, même pas, un tout petit peu moins. Donc c'est pour ça que je parle aussi de mon ancienne maison avec... que j'en parle quasiment tout autant parce que j'y ai passé beaucoup plus de temps, mais je le décomposerai en deux. Avant, je dirais que ce qui me motivait effectivement, comme tu le pointes justement, c'est cet esprit de compétition. On est une promotion de 50 analystes et donc tu as juste envie de sortir du lot, ou en tout cas pas faire partie des derniers. Enfin bref, l'esprit de compétition pur. De deux, je dirais toujours dans cette ancienne maison, c'est que les enjeux te dépassent. Ce sont souvent des enjeux... des enjeux que tu vas retrouver dans la presse, et quand tu viens de sortir d'école, c'est un peu grisant. Ça l'était plus trop pour moi après, mais en tout cas j'y ai trouvé moins d'intérêt. Voilà, des enjeux qui te dépassent avec beaucoup d'argent sur la table et tu te laisses vite avoir par les enjeux qui sont pas les tiens, tu te les appropries un peu sur le moment, je trouve. Ce qui me motive là où je suis aujourd'hui, c'est qu'effectivement tu changes. On a l'impression, on est beaucoup plus impliqué avec le client lui-même, on est beaucoup plus proche. Et en fait, on intervient à un moment de sa vie ou de sa carrière, mais pour lui, c'est vraiment de sa vie où, en fait, par exemple, il va vendre sa société. Ça fait 20 ans qu'il la chérit, c'est son bébé. Il a, je sais pas, peut-être entre 50 et peut-être 3000 personnes sous ses ordres. Il fait vivre 3000 familles aussi avec ça. Donc, en fait, c'est un grand moment de sa vie et tu l'accompagnes vraiment tous les jours. Alors, il est stressant, donc du coup, il te stresse, il est un peu dur. Mais il y a tellement de gratitude à la fin. Et au-delà même de la gratitude, tu es fier d'aider des projets comme ça. Et puis, c'est aussi des gens qui sont... Disons que tu es proche de quelqu'un. Tu vas parler, toi, tous les jours au CEO d'une boîte qui manage 200 ou 3000 personnes. Le mec qui gère ça, évidemment qu'il est plus smart que toi. Et tu es content d'apprendre à ses côtés, en fait. Et là où j'étais avant, effectivement, lui, c'était peut-être... le CEO, il dirigeait peut-être 20 ou 30 000 personnes, mais tu lui parles pas. Tu es en bas de l'échelle.
Voilà. Donc là, même où je suis un tout petit peu moins bas de l'échelle, mais pas non plus au top, à peu près au milieu, disons, tu parles directement au big boss et c'est une chance incroyable. Ces gens te font grandir, mûrir et devenir plus intelligent. Voilà ce qui me motive au quotidien en ce moment. C'est quoi ton rêve aujourd'hui ? C'est une excellente question. Je savais qu'elle allait arriver, mais j'avais toujours pas la réponse. C'est un rêve. En fait, malheureusement pour toi, mon rêve, il n'a rien de professionnel aujourd'hui. Je suis très bien là où je suis, mais mon rêve, il est plutôt personnel. C'est d'apprendre à mieux me connaître, à me découvrir. J'ai passé... tu sais, on parlait beaucoup de cette course à faire mieux, plus, l'esprit de compétition, s'en sortir, être un caméléon. Et c'est super et je regrette pas une ligne, rien. Mais je pense que j'ai passé 0 minute à essayer de me connaître moi-même. J'ai plutôt essayé d'être bien intégré, séduire les gens, me prouver des choses, que savoir qui j'étais. Et en fait, je me suis rendu compte à 27 ans que je savais pas vraiment qui j'étais. Et je pense que mon plus grand rêve, là, c'est de savoir vraiment qui je suis, apprendre à mieux m'anticiper. Enfin, tu vois, toutes ces conneries de psycho. Mais je suis un peu chaud dessus, là. Voilà. Sur toi. Ouais. Et d'ailleurs, quand je dis me découvrir, ça a l'air très personnel, mais en fait, ça passe dans le fait de continuer à côtoyer des gens qui sont complètement différents et j'espère le plus exceptionnel possible et vraiment de m'entourer de gens qui vont me faire poser des questions auxquelles j'aurais pas pensé. Donc si techniquement s'il n'y avait pas la question, j'avais pas non plus la réponse. Donc voilà, c'est vraiment clairement mon objectif là, c'est d'aller vadrouiller un peu partout auprès des gens pour voir ce qu'ils ont à m'apporter et ça va mieux me construire. Voilà, c'était la minute psycho. Mais c'est très bien, il en faut. Ouais. C'est super important, de toute façon, ça passe par ça aussi. Ouais. Je veux dire, c'est nécessaire dans la vie de se connaître. Ouais, ouais, mais en fait, tu vois, si tu veux, tu parles de nécessité, mais moi, il y a 6 mois, et je pense qu'il y a même des gens qui l'ont encore jamais fait, et je pense que je suis un peu en retard, honnêtement, mais cette nécessité que tu pointes là, moi, je l'avais pas compris que c'était une nécessité avant. Toi, tu sais que c'est une nécessité, maintenant je le sais aussi, mais je le savais pas il y a 6 mois que c'était une nécessité de se connaître soi-même. Pour moi, la nécessité, c'était de toujours plus, toujours plus haut, toujours plus loin. J'ai toujours pas quitté cet état d'esprit, mais je veux bien aujourd'hui partager mon énergie en deux. Voilà. Parce que maintenant j'ai compris cette nécessité, mais elle est très complexe à découvrir cette nécessité. Moi j'ai eu de la chance, encore une fois. Tomber sur des gens qui m'ont fait réfléchir. Ben, tu me diras, le mec a trop de chance, mais. La course que tu décris, la course à la réussite, c'est un phénomène qui est assez courant, je pense, chez les descendants d'immigrés. Et ça ressemble à un processus dans lequel tu es tellement à fond dans... alors, ça peut être plein de raisons différentes. Tu réfléchis par rapport à tes parents, par rapport à la situation peut-être familiale que tu as vécue, et tu es toujours dans le « il me faut plus, il faut que j'arrive à faire plus, il faut vraiment que je réussisse ». Ça devient presque une obsession. Ouais, ça devient un fil rouge dans ta vie, ouais, complètement. Ouais, et ça te guide tellement que finalement, t'en es presque aveuglé et tu oublies, tu oublies certaines choses qui sont essentielles, tu t'oublies même toi-même. Ouais, c'est très juste. On peut le dire, tu as fait une ascension assez fulgurante. On est loin du petit Samuel au fond de la classe qui n'avait pas du tout envie de bosser et qui était dissipé. Très, très loin. Comment tu ressens le fait d'être transfuge de classe, c'est-à-dire de passer de ton milieu social d'origine au milieu social d'aujourd'hui ? Je dirais... déjà j'aime bien la fin de la phrase qui est passé du milieu social d'origine à ton milieu social d'aujourd'hui, et je compléterais en disant qu'ils sont 2000 qui ne se parlent pas généralement, qui ne se parlent pas parce qu'ils ne se connaissent pas, qu'ils n'ont pas l'occasion de se côtoyer. Et du coup ça me fait répondre à ta question en disant déjà ça a créé chez moi et chez je pense beaucoup de gens une sorte de schizophrénie, parce qu'on parlait de caméléon, mais le caméléon n'a pas que des qualités, il a aussi ses défauts, il est schizophrène. Il a le syndrome de l'imposteur, le caméléon. Et ouais, moi, j'ai passé beaucoup de temps avec un syndrome de l'imposteur, mais un syndrome de l'imposteur dans les deux sens. C'est-à-dire que, oui, effectivement, tu vas au travail ou tu vas côtoyer tes, entre guillemets, nouveaux amis ou tes amis de vie, je dirais, tes amis que tu t'es créés avec la vie et qui t'ont pas été donnés au départ. Et parfois, tu as un espèce de sentiment de vide ou de solitude où tu te dis, en fait... tu te demandes s'ils te comprennent vraiment ou s'ils le font parce qu'ils sont sympas, ou enfin tu vois, tu te poses des questions, en fait c'est des questions débiles qui sont que dans ta tête mais tu te les poses quand même, donc syndrome de l'imposteur.
Et syndrome de l'imposteur en retour aussi, parce qu'après, tu revois tes potes d'enfance et tu te dis, ah ouais, c'est marrant, mais on n'a plus grand-chose à se raconter. Et est-ce que c'est moi qui suis devenu snob ? Est-ce que c'est eux qui veulent vraiment décidément me montrer que je suis un mec snob ? Parce que je le suis peut-être devenu. Tu te poses plein de toutes ces questions. Et en fait, ça aussi, tu te poses plein de questions dans l'autre sens. Ça s'appelle juste le syndrome de l'imposteur. Alors après, avec le temps, tu apprends un peu à vivre avec et t'en tires une sorte de fierté. Mais je me suis toujours attaché à pas être trop fier de ça parce que déjà, comme je te le dis tout le temps, j'ai l'impression que j'ai eu beaucoup de chance. Donc, je veux pas être fier de la chance que j'ai eue. Ça aurait pas de sens. Et de deux, comme je te le disais d'ailleurs avant qu'on commence l'émission, en fait, j'aimerais bien commencer à transmettre un peu plus. J'aimerais bien transmettre cette chance que j'ai eue en leur disant, moi, voilà, les gars, j'ai eu de la chance. Vous allez peut-être pas avoir la même que la mienne. Donc, si vous bougez pas, je sais pas quoi, tu vas pas voir, moi j'ai eu peut-être 99 chances sur 100, une chance sur 100 à chaque fois, je l'ai chopé, ça t'arrivera pas, t'as peut-être pas autant de chance que moi je vais peut-être aller jouer au loto bientôt, mais si tu vois, et ce serait vraiment le message que j'aimerais faire passer, c'est moi j'ai eu de la chance, voilà, et toi tu peux t'en sortir si tu peux pas, j'aime pas dire tu peux t'en sortir, toi si t'as ce désir d'aller chercher ce que tu connais pas à la base, il va falloir que tu te bouges vraiment beaucoup plus que ce que je ne l'ai fait moi. Et je vais te montrer en fait tout ce que... C'est ce que j'aimerais dire à un étudiant ou à un jeune au lycée ou au collège, c'est de lui dire, voilà tout ce que j'ai vu, qu'on m'a donné la chance de voir, je te le montre à toi, parce que du coup ça va peut-être te donner des idées. Moi j'avais pas d'idées. Parce que je savais pas que ça existait. Voilà. C'est comme ça que je vis cette espèce de transfuge de classe. Mais je le vis pas comme un transfuge de classe, je le vis juste comme un... Je sais pas, comme un chemin de vie. Et en fait, je le vis pas comme un transfuge parce que dans le mot transfuge, il y a l'idée de t'es parti de quelque part et t'es arrivé autre part. Moi, je suis pas parti. Je suis juste, c'est juste quand tu regardes une échelle avec 10 barreaux, j'en ai peut-être franchi 4 ou 5 de plus, mais je suis toujours en bas aussi. Voilà. J'aime pas l'idée d'avoir quitté les barreaux d'en bas. Voilà. Et j'étais pas non plus dans le barreau tout en bas. Encore une fois, pour tous les gens de Seine-Saint-Denis. Quel est ton rapport avec tes pays d'origine ou plutôt tes valeurs associées à tes autres cultures aujourd'hui ? Moi, je dirais que c'est des choses assez indirectes parce que il y a eu un vrai effort et chacun mettra le mot qu'il veut derrière effort. J'ai juste pas trouvé mieux là d'intégration. Je parle surtout de mon père et de la famille de mon père parce que ma mère c'était un peu plus simple. Mais du coup, en fait, il y avait un vrai effort qui faisait que, et encore une fois, j'aime pas le mot effort, mais trouver mieux, qui faisait qu'en fait, à la maison, on faisait tout pour nous faire ressentir qu'on était juste parfaitement français, alors qu'en fait, on avait aussi des traditions millénaires qui avaient juste, enfin, tu vois, ou quelqu'un qui est de souche, comme on dit, juste se dit, c'est quoi cette secte, c'est qui ces gens, c'est quoi cette tradition, quoi, parce que bon, tu viens de là où tu viens, et voilà. Et du coup, en fait, au départ, aucune attache parce que pas de compréhension du truc, parce que c'était pas un sujet qu'on abordait énormément, mais quand on aborde le sujet du Maroc avec mon père, il est très fier et très content, mais c'est pas un sujet qu'on aborde naturellement comme ça, parce que lui, je crois qu'il a jamais vraiment fini sa course, mais bon, on n'est pas là pour parler de la psychologie de mon père, mais je crois qu'il a pas encore fini sa course. Et du coup, ouais, je le vis de manière très indirecte, où je me dis toujours... Souvent, je reconnais des caractères qui sont les miens en me disant ça vient quand même de là-bas, je le sens, je le sais, ça pue. Je suis pas capable de te laisser payer au resto. Je suis pas capable, si tu me demandes un truc, de te donner le triple. Enfin, tu vois, tous ces trucs un peu clichés, mais qui malheureusement, tu vois, à chaque fois, je suis avec des gens qui sont pas de la même origine. Je me dis mais putain, mais pourquoi tu réagis pas comme moi, tu vois. Donc, je sais qu'à la fin des fins, il y a quand même un bout de moi qui vient de là-bas. Je le sens, je le sais, mais c'est très indirect, et en fait ça c'est un truc que j'aimerais creuser aussi. Je pense que j'ai besoin de creuser ce truc là. Je pense pas que j'irai très très loin parce que il faut pas se mentir, à la maison ça parlait pas arabe, donc j'irai jusqu'où là où je dois aller, mais je pense que j'ai besoin de creuser ce truc parce que il y a des choses enfouies en moi qu'on m'a donné sans m'en parler, et en fait c'est comme si on t'avait posé un truc dans ta chambre, en fait, et la personne qui te l'a posé, elle s'est barrée, elle veut pas t'en parler. Tu dis attends, mais c'est bizarre. Et du coup tu dois être obligé de faire la carte au trésor toi-même pour retrouver d'où ça vient et quel sens ça a et tout. Et je vais la faire, cette carte au trésor, je me sens chaud de le faire là. C'est très joli cette carte au trésor, j'adore. Ouais. Ça, je te trouve des trucs. J'aime beaucoup parce que c'est très imagé. Ouais, de fou. C'est où je suis partie, moi.
Je suis partie dans l'émission, je crois que c'est sur France 3, Moi la aussi. carte au trésor. Moi aussi, j'étais dans carte au trésor. J'étais dans l'hélico. Et pareil, moi j'étais dans l'hélico à me dire, mais attends, il y a vraiment une carte ou quoi? Qu'est-ce que tu racontes, mec? On va aller la chercher dans la chambre de Samuel. Ah ouais, n'importe quoi. Avec du recul, tu dirais quoi au jeune Samuel? Bah en fait, avec la chance que j'ai eue, honnêtement, je lui dirais, c'est horrible, mais je lui dirais continue comme t'as fait parce que j'ai quand même bien kiffé. J'ai eu de la chance, moi. C'est-à-dire que moi, j'ai fait mes conneries, j'ai bien rigolé, mais j'ai vraiment beaucoup, beaucoup rigolé. Moi, si on devait me redire un jour, tu retournes quelque part, je retourne en 3e. J'ai jamais autant ri de ma vie. Bon, plein de gens, mais honnêtement, notre collège, c'était une ZEP, c'était n'importe quoi. Et avoir la ZEP et la réussite sociale après, franchement, c'est le nec plus ultra. Moi, j'ai eu trop de chance. Non, je redirais rien, mais en fait, c'est pas vraiment au jeune moi que j'aimerais parler. Si, j'aimerais bien lui dire sois moins dissipé, mais je sais que j'y arriverai pas parce que je suis tout aussi dissipé à mon âge, donc on va pas se raconter des histoires. Non, c'est aux jeunes qui pourraient me ressembler, je dirais, mais s'il te plaît, tu vas pas avoir autant de chance. Ça n'arrive qu'une fois, une chance comme ça. Enfin, d'ailleurs, ça n'arrive qu'une fois d'avoir plusieurs chances, plusieurs fois dans sa vie. S'il te plaît, prends un carnet, prends un stylo et va travailler. S'il te plaît. Fais des conneries, mais va travailler. S'il te plaît, travaille. Ouais, c'est cliché à mort, mais en fait, il reste que ça, quoi. Travaille, tu verras après. Travaille, ouais, y'a que ça. C'est triste, hein, mais c'est comme ça. Ouais. Et voilà. Merci beaucoup, Samuel. C'était un grand plaisir de vous raconter ma vie. Et merci à toi d'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que t'as kiffé ce dernier épisode. Pour faire durer la magie de Noël, ce serait trop cool que tu me fasses un petit cadeau. Quelques étoiles, de préférence 5, sur ta plateforme d'écoute et un commentaire. D'ailleurs, Spotify vient tout juste d'ajouter cette fonctionnalité, donc vas-y, lâche-toi. Pour connaître les prochaines étapes de l'ascension de Samuel, je t'invite à le retrouver sur LinkedIn. Quant à nous, on se retrouve à partir du 11 janvier pour de nouveaux épisodes de folie. En attendant, tu peux m'écrire sur Instagram ou TikTok @l'escalierpodcast. Contrairement au Père Noël, je réponds. Et franchement, bravo pour ton ascension en 2021, t'as géré. Passe de bonnes fêtes de fin d'année et surtout, repose-toi bien. Je compte sur toi pour revenir 100% déter en 2022. À bientôt!